La République en marche a présenté 428 candidats pour les élections législatives. Il en manque plus de 140. Au national, 95% ne sont pas des députés sortants. Le point en Loire-Atlantique avec Cécile Petitdent. Si sur les 428 investitures au niveau national, seuls 5% ont été attribués à des députés sortants, eh bien en Loire-Atlantique, la tendance est plus forte. Sur 10 circonscriptions, 3 sont réservées aux députés en poste. François de Rugy, l'écologiste, sur la première, Orvaux-Sautron. Yves Daniel, le socialiste désinvesti par son parti, sur la 6e, Châteaubriand-en-Sny. Et Sophie Errante, dans le Vignoble, députée ex-socialiste elle aussi. Pas de candidat désigné pour l'instant dans 2 des 10 circonscriptions. La 5e, celle de Carquefou-Nord-sur-Erdre, aujourd'hui détenue par Michel Ménard, socialiste, et la 9e, celle du Pays de Ré, détenue par Monique Rabin. Au niveau national, le mouvement du nouveau président annonce 52% de candidats issus de la société civile et n'ayant jamais eu de mandat électif. C'est bien le cas sur Nantes-Centre avec Valérie Opelt, la porte-parole départementale du mouvement. Sur la 3e avec Anne-France Brunet, une chef d'entreprise dans le numérique. Sur la 4e avec Aude Amadou, chef d'entreprise également. Sur la 8e à Saint-Nazaire, puisque c'est Audrey Dufeu-Schubert, directrice d'établissement de santé à Pontchâteau, qui a été investie. En revanche, ce n'est pas du tout le cas sur la 7e, la presqu'île guérandaise, où c'est Sandrine Josso, ancienne conseillère municipale d'opposition d'Herbignac, qui a été investie candidate. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle. En Loire-Atlantique, 7000 votes sont remis en cause en raison d'irrégularités. C'est le cas à Pontchâteau, à Bénay et à Savenay, où plus de 4000 suffrages ont tout simplement été annulés. Explication Éric Egon. La règle est formelle, il faut toujours avoir un titulaire présent dans chaque bureau de vote. Dimanche, lorsque la magistrate chargée de vérifier le bon déroulement de l'élection présidentielle était à Savenay, il y avait bien sur place un président de bureau et des assesseurs. Problème, aucun n'était titulaire. Ceux-ci étaient en pause déjeuner. Pour éviter toute fraude, le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler purement et simplement les 4197 votes savenaisiens, une erreur qui coûte cher. Sévère, oui, pour tous les électeurs qui se sont déplacés voter. Pour tous les collaborateurs qui ont préparé et organisé matériellement les conditions du bon déroulement de ces élections, pour également les élus qui se sont investis. Et puis, bien sûr, c'est toujours triste et décevant. Voilà. Mais ceci, c'est une décision de justice, donc aucun commentaire. Le juge est souverain. La commune de Savenay avait voté majoritairement pour Emmanuel Macron à 77,75%. En France, le Conseil constitutionnel a annulé près de 16 500 suffrages, ce qui met en lumière les problèmes d'organisation rencontrés par les communes. Oui, c'est compliqué parce que c'est de l'investissement. Pour les bénévoles, c'est pas évident. C'est de la préparation, c'est du temps qu'ils passent. Donc c'est sûr que c'est... Et aujourd'hui, on est à une période quand même où on est obligé de se bouger beaucoup pour trouver des bénévoles. Et on les a encore, heureusement, à Savenay, mais c'est pas toujours évident. Il reste maintenant un mois à la commune de Savenay pour se préparer au premier tour des élections législatives et pour organiser un planning pour les pauses déjeuner. Les éboueurs et Nantes Métropole ont trouvé un accord pour sortir de l'impasse. Après 2 mois de bras de fer, le conflit touche à sa fin. Pour le ramassage des poubelles, le retour à la normale est très attendu par les habitants et les commerçants. Jean Annex et Claire Villalon. Certaines rues de Nantes ont encore de faux aires de dépotoir, comme ici, rue du Maréchal Joffre, à 2 pas de la cathédrale. Environ 450 tonnes de déchets restent à l'abandon sur les trottoirs de la ville. Du côté des riverains et surtout des commerçants du quartier, c'est l'exaspération. Dans la rue, c'est pas très vendeur, il suffit de regarder, forcément, c'est pas agréable. Ça peut attirer les bêtes. Et vous voyez ici, là, c'est devenu une vraie déchetterie. Maintenant, moi, je comprends à 100% les revendications des éboueurs. D'après les syndicats, toutes les rues pourraient être nettoyées d'ici la fin de la semaine. Et le temps ne fait rien à l'affaire puisque les sacs bleus et jaunes vont continuer de s'entasser. Chaque habitant de la métropole produit par jour près de 2 kilos d'ordures ménagères. À Nantes, cérémonie officielle et marche symbolique pour la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Benoît Balti. Les mascarons, les balcons en fer forgé, certaines rues de Nantes portent toujours les stigmates de la traite négrière. C'est dans ces quartiers que le collectif du 10 mai a organisé sa marche commémorative au son des djembés et des maracas, on se souvient. Nous venons nous ressaucer à nos racines,
malheureusement de cette terrible tragédie de l'esclavage et qu'il ne faut surtout pas oublier. Plus tard dans l'après-midi, un jeté de fleurs et une minute de silence avait lieu sur la passerelle Schœlcher. Puis le cortège a rejoint le mémorial de l'abolition de l'esclavage sur les quais de la Loire, un lieu d'autant plus symbolique en cette journée de commémoration et qui fête ses 5 ans cette année. 5 ans, c'est 225 000 visiteurs qui sont venus ici. C'est dire son appropriation, c'est dire son importance. Et puis c'est vraiment un message d'avenir. La femme de lettres Gerty Dambouri était l'invitée d'honneur de cette cérémonie. L'artiste a rappelé combien cette histoire était l'affaire de tous. Si on continue aujourd'hui à considérer dans certains pays, et y compris même en France, certaines personnes, que les Noirs ne sont pas nos égaux, ça vient quand même de quelque part. Ça fait partie de ce qu'on a à faire avec eux dans le cadre de leur cours de technologie. Les nouveaux programmes en plus sont de plus en plus insistants sur ce domaine je dirais, d'apprentissage. L'idée de départ, c'était essayer de mobiliser les filles pour les carrières scientifiques et en particulier dans le domaine de l'informatique. Quand on voit d'ailleurs les sections du lycée, elles sont encore pas très féminisées, on va dire. Non, hélas. Alors on travaille aussi avec des petits sixièmes, en imaginant que les petites graines semées en sixième font leur parcours dans la tête des plus grandes. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore ça, quoi. Ça reste encore assez masculin. Un programme qui est assez complet puisque effectivement on fournit un modèle du robot en 3D qu'ils doivent d'abord assembler. Ensuite, ils vont le programmer. Il y a une épreuve où on leur demande de créer un blog en français et en anglais, puisque dans le domaine scientifique, d'une manière générale, l'anglais est très important. Ils ont une documentation de projet à préparer qu'ils vont présenter devant le jour de la compétition. Ils ont une épreuve où ils présentent leur documentation de projet devant un jury composé d'élus, de professionnels, d'industriels. Et puis, il y a une épreuve qu'on a appelée le robot le plus fun, où là, ils peuvent le décorer, l'améliorer, le faire danser, jouer de la musique. Le numérique, c'est pas basiquement programmer, c'est aussi pouvoir avoir une dose de créativité. On arrive dans des domaines en plus où le numérique va de plus en plus loin, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Donc la créativité a besoin d'être présente. Donc c'est aussi les amener à trouver un côté aussi sympa dans ces métiers et de voir qu'on peut créer des choses tout à fait innovantes et sympathiques. On a rajouté cette année quelque chose qui nous paraissait important, c'est ce qu'on appelait le village numérique. Et on a demandé aux entreprises locales de venir présenter la partie numérique. Donc ça va de la CIDES, par exemple, qui fabrique des camions de pompiers. On penserait pas forcément qu'il y a vraiment du numérique. Eh bien, on va montrer que dans un camion de pompiers d'incendie d'aéroport, le numérique est hyper présent. On va faire venir des entreprises qui sont dans la robotique. Il y aura l'IRT Jules Verne, il y aura le centre de réalité virtuelle de Montoire qui seront présents. Et puis, il y aura d'autres entreprises qui font de la formation, par exemple. Comment on aborde la formation de nos jours? Est-ce qu'on continue à la faire avec quelqu'un qui fait une présentation sur un PowerPoint? Ou alors on est passé sur des lunettes de réalité virtuelle?